Et salut amis bidouilleurs et... Ah oui, c'est vrai que je suis pas sur ma chaîne, mais sur celle de la Fédération Nationale des Travaux Publics. Bonjour, moi c'est Monsieur Bidouille, youtubeur et vulgarisateur dans le domaine de la technique, et je suis très content de faire cette vidéo exceptionnelle en partenariat avec la Fédération Nationale des Travaux Publics. On va aller visiter une usine d'enrobés et on va parler d'émissions de gaz à effet de serre des routes. D'après une étude de Carbone 4 pour la Fédération Nationale des Travaux Publics, la construction et l'entretien des infrastructures, donc les routes, les tunnels, les voies ferrées, les lignes électriques, etc., représentent 3,5% des émissions de gaz à effet de serre totales en France. 50% des émissions totales sont liées à l'utilisation de ces mêmes infrastructures. Ainsi, l'utilisation d'une route émet beaucoup plus de gaz à effet de serre que la construction et l'entretien de cette même route. Toutefois, on a quand même 1 million de kilomètres de routes en France métropolitaine, donc réduire les émissions de ce secteur n'est pas négligeable. L'évolution du nombre de kilomètres de routes est assez stable au cours des années. On fait plus de l'entretien et de l'amélioration que de la construction de nouvelles routes. Dans ce contexte, on refait beaucoup d'anciennes routes, ce qui fait que le recyclage est primordial pour réduire la consommation des principaux composants de l'enrobé, à savoir du granulat et du bitume. Les routes sont très diverses, comme toutes les contraintes qu'elles subissent, entre le climat qui est très variable d'une zone à une autre, la densité du trafic, la vitesse, etc. Par conséquent, il est très difficile de donner des chiffres précis d'impact sur l'environnement sans faire des études spécifiques sur telle ou telle route. Cependant, on peut avoir des moyennes, ce qui permet de se faire une idée. Les analyses de cycle de vie passent en revue tout un tas d'indicateurs, comme l'acidification des sols ou la pollution de l'eau. Ici, nous allons nous intéresser aux émissions de gaz à effet de serre en équivalent CO2 pour la production d'une tonne d'enrobé à chaud et de 1 mètre carré de route départementale. Pour la production de 1 tonne de béton bitumineux à chaud, utilisé pour la couche de roulement sur une route en France, on émet en moyenne 45,7 kg d'équivalent CO2. Ces émissions concernent l'extraction et l'acheminement des matières premières ainsi que la fabrication de l'enrobé. Ok, mais on ne se rend pas vraiment compte de ce que représente 1 tonne d'enrobé. Et puis il nous manque aussi la vie d'une route, c'est-à-dire son entretien tout au long de sa vie, puis son recyclage. Pour ça, on peut prendre l'exemple de 1 mètre carré de route départementale ou communale. Oui, je prends cet exemple parce que ce sont les routes les plus utilisées en France avec plus de 60% du trafic. Et on fait une étude sur les émissions de gaz à effet de serre sur 100 ans de durée de vie. Donc construction, entretien, parce qu'une route ne dure pas 100 ans sans refaire certaines couches, et recyclage. On arrive en moyenne à 72 kg d'équivalent CO2 par mètre carré de route. Alors bon, pour comprendre la suite, il faut s'intéresser un petit peu à comment est fabriqué l'enrobé et de quoi il est constitué. On retrouve des granulats, ce sont des roches concassées de tailles différentes, c'est une sorte de gravier quoi, du bitume et des constituants spécifiques comme des additifs et du filler. La proportion de chaque constituant varie en fonction du type d'enrobé qu'on veut fabriquer, mais les granulats représentent la très grosse majorité du volume, plus de 80%. Vient ensuite le bitume. Le principe d'un enrobé est assez simple, on mélange les granulats avec du bitume chaud, ce dernier enrobe les cailloux, d'où le nom enrobé. Tant qu'il reste chaud, à plus de 100 degrés, l'enrobé est aussi fluide que du gravier. Mais quand il refroidit, il se durcit. On va visiter une usine qui fabrique directement de l'enrobé, qui s'appelle Nantes Enrobé et qui est située à côté de Nantes. C'est assez logique en fait. Commençons par le stock de granulats. Ici, on est sur la zone de stockage des différents types de granulats. On a 2 tas distincts qui correspondent à des diamètres de cailloux différents. Donc ce tas, par exemple, c'est des cailloux entre 2 et 6 mm de diamètre. Et en fonction du type d'enrobé qu'on va faire, on va doser plus ou moins tel ou tel type de cailloux. Autre détail assez intéressant, c'est que le terrain est légèrement en pente. Alors ça se voit pas trop ici, mais ça permet de bien égoutter les cailloux quand, par exemple, ils sont humides ou qu'il y a de l'eau dessus ou quand il pleut, pour pouvoir bien évacuer l'eau pour qu'il soit le plus sec possible. Parce que plus on a d'humidité dans les granulats, plus on va consommer d'énergie pour pouvoir évacuer cette humidité en évaporant l'eau. En effet, le premier facteur qui joue sur la consommation énergétique est l'humidité. C'est assez facile à comprendre, vous avez fait cette expérience des centaines de fois chez vous. Quand on chauffe de l'eau, elle finit par bouillir. Ça, si vous avez déjà fait des pâtes, normalement c'est bon, vous avez le truc. Mais là, on peut se poser une question. Si l'eau est censée se transformer en vapeur à 100 degrés, pourquoi toute l'eau de la casserole ne se transforme pas instantanément en vapeur? Tout simplement parce que le changement de phase, c'est-à-dire de passer de l'état liquide à l'état gazeux, demande beaucoup plus d'énergie que pour monter l'eau liquide en température. Autrement dit, quand l'eau bout, c'est parce qu'une petite partie se transforme en vapeur, la plaque de cuisson n'étant pas capable d'apporter assez d'énergie pour vaporiser instantanément plusieurs litres d'eau. On va le voir après, mais pour fabriquer de l'enrobé, il faut chauffer les granulats à plus de 100 degrés. Et pour monter à cette température, il faut évaporer la totalité de l'eau contenue dans les granulats. Rien qu'avec l'humidité ambiante, cela représente 4000 litres d'eau à évaporer pour 100 tonnes d'enrobé produit. Ainsi, tous les granulats qui retiennent l'eau sont entreposés au sec, et les granulats qui drainent facilement sont placés
en pente pour favoriser l'égouttement. La gestion des granulats est faite avec un chargeur qui est en liaison radio avec la salle de commande. C'est lui qui va alimenter les prédoseurs en fonction des formules qui sont produites, parce que l'usine peut produire différents types d'enrobés, et pour ça, on va doser plus ou moins la quantité de matière qu'on a besoin. La suite de la fabrication se passe à l'intérieur. De ce côté, on a les prédoseurs qui permettent de doser la bonne quantité de granulats en fonction du type d'enrobé qu'on veut fabriquer. Ils tombent directement sur un tapis roulant qui amène tout ça vers le malaxeur. Le malaxeur, c'est cet immense tambour, la machine principale dans laquelle tout se passe. Alors, ils ont été super sympas parce qu'ils nous ont attendus pour lancer la production de la journée. Cette journée-là, il n'y avait pas énormément d'enrobés à produire, donc ils ont pu retarder un petit peu la production pour qu'on puisse poser la caméra et filmer tout ça. Là, ce qu'on voit, c'est le tambour qui est en train de tourner, qui est en train de faire l'enrobé. Et on est sur un débit de plus de 100 tonnes à l'heure, donc ça envoie bien. Le brûleur qui est à l'extrémité est un brûleur d'environ 18 MW de puissance, c'est un brûleur au gaz. La fumée du brûleur est réaspirée par une cheminée au-dessus. Et dans cette cheminée, on va piéger les particules fines qui vont retomber, qui vont faire une forme de poudre qu'on appelle le filler. Et le filler est réinjecté ensuite directement dans le tambour. Le malaxeur n'est pas un cylindre vide, il est constitué de plusieurs zones qui ont chacune un rôle précis qu'on verra un petit peu plus tard. Les granulats neufs sont chargés à l'arrière du malaxeur via ce tapis en pente. Le bitume recyclé, quant à lui, saute des étapes dans le malaxeur et arrive à mi-cycle. Au même endroit, on retrouve deux autres systèmes d'alimentation par vis sans fin. Un pour d'éventuels additifs, qu'on rajoute en fonction de la recette qu'on fait, et l'autre pour l'ajout de fillers, ou fines. Malgré leur faible quantité dans l'enrobé, les fines ont un rôle très important. On appelle fines ou filler tout constituant dont la taille est inférieure à 0,063 mm, ce qui donne une poudre extrêmement fine, stockée dans un silo. Cette finesse est recherchée pour une caractéristique très précise, la surface spécifique. Pour ça, on va faire une petite expérience. Si on remplit une boîte avec des gros grains, du gros gravier, on placera moins de grains que si on la remplit avec du sable fin. Ce qui nous intéresse dans cette expérience, c'est que la surface de tous les petits grains de sable est plus importante que la surface de tous les grains de gravier. Plus les grains sont fins, plus la surface spécifique augmente. Les fines, parce qu'elles sont extrêmement petites, sont utilisées pour leur très grande surface spécifique. Une fois en contact avec le bitume, ce dernier viendra s'enrober autour des grains, formant un mastic qui se répartira uniformément dans l'enrobé, bouchant tous les trous sans laisser de vide. On le voit sur cette tranche d'enrobé. Les granulats sont pris de toutes parts par le bitume, ce qui garantit la solidité de la route. Les fines sont donc essentielles pour la stabilité de l'enrobé. On peut en ajouter via un silo s'il n'y en a pas assez, mais on l'extrait aussi directement des plus gros granulats. En effet, il y a toujours de la poussière dans les graviers. Au moment du chauffage, cette poussière est évacuée avec les fumées. C'est pourquoi on trouve au-dessus du malaxeur un immense filtre qui sépare les poussières des fumées. Les fines retombent dans le fond du filtre et sont renvoyées dans le malaxeur avec une vis sans fin. La filtration limite aussi la dispersion des particules fines dans l'atmosphère. À l'arrière du malaxeur, au fond de l'usine, se trouve le parc à liant, des cuves dans lesquelles se trouve le bitume. Le bitume sert de liant, c'est-à-dire que c'est lui qui maintient les granulats entre eux. Ce bitume provient directement de raffinage du pétrole brut. Forcément, il existe plusieurs sortes de bitume, sinon ça serait trop simple. Celui qui nous intéresse ici est le bien nommé bitume routier, qui est une catégorie divisée en plusieurs classes en fonction de l'usage qu'on a. Sa caractéristique principale est sa viscoélasticité. À une certaine température, il devient quasi liquide. C'est ce qui permet de mouiller les granulats pour qu'ils soient bien enrobé de bitume. À mesure que la température baisse, le bitume devient de plus en plus rigide, mais garde une certaine souplesse. Il est livré par camion-citerne sous forme liquide, donc chaud, à plus de 160 degrés. Les cuves sont elles aussi chauffées pour maintenir le liquide jusqu'à ce qu'il soit mélangé. Il est ensuite pompé et emmené par un tuyau d'approvisionnement isolé tout le long. Bon, on a assez tourné autour de l'engin principal, voyons ce que ça donne d'un petit peu plus près. Le malaxeur est un énorme tube penché de plusieurs dizaines de mètres de long. Le brûleur au gaz, d'une puissance de 18 MW, se situe tout au bout. Mais en réalité, la flamme est faite à la moitié du cylindre. Comme je l'ai déjà dit, le malaxeur n'est pas juste un tube lisse.
C'est un système beaucoup plus complexe, avec plusieurs étapes précises à l'intérieur. Les granulats neufs arrivent par l'arrière. Ils sont brassés par des auges ouvertes qui le font tomber sous forme de pluie. En retombant de cette manière, on peut le chauffer progressivement. La flamme du brûleur se trouve après cette première étape. Ici, les granulats chauds sont récupérés dans des godets fermés. C'est pour libérer de la place autour de la flamme pour pas qu'elle s'étouffe, parce que si le gravier tombe en permanence devant, la combustion se ferait mal. On passe ensuite à l'ajout de recyclé. L'enrobé recyclé est déjà enduit de bitume. Il n'est donc pas possible de le chauffer directement à la flamme. C'est pourquoi on ajoute le recyclé après. C'est des agrégats neufs déjà chauds qui vont réchauffer l'enrobé recyclé. L'avant-dernière étape est l'enrobage en lui-même. C'est ici qu'on amène le bitume chaud, qu'on ajoute les fines et éventuellement des additifs. La dernière étape est un mélange avec des peignes pour bien uniformiser l'enrobé. Une partie des étapes sont visibles quand on ouvre le malaxeur. Oui, alors c'est pas l'endroit le plus clean, il y a des milliers de tonnes d'enrobé qui sont passées là-dedans. Le tube ici, c'est tout simplement le gaz qui est acheminé pour faire la flamme à mi-cylindre. Derrière, on peut apercevoir les godets fermés pour retenir les granulats à l'endroit où il y a la flamme, la deuxième étape donc. À ce niveau, l'enrobé recyclé est ajouté, et au premier plan, on peut voir les peignes qui brassent l'enrobé avant la sortie. Le débit de ce malaxeur peut aller jusqu'à 300 tonnes par heure, le tout est emmené par convoyeur et stocké dans des silos isolés à côté de l'usine. L'enrobé peut être maintenu en température plusieurs dizaines d'heures avant d'être amené par camion au chantier. Avant que le camion ne parte pour le chantier, on fait un contrôle de température et on récupère un échantillon pour des tests en laboratoire. Mais reprenons les émissions de gaz à effet de serre d'une tonne d'enrobé à chaud, donc de l'enrobé classique, et regardons en détail qui émet quoi. On se rend compte qu'il y a 3 gros postes d'émissions de gaz à effet de serre. L'acheminement des matières premières, puis l'extraction et la transformation des matières premières, principalement la fabrication du bitume, et enfin celui qui émet le plus, l'énergie utilisée dans le processus de fabrication de l'enrobé, c'est-à-dire le brûleur du malaxeur. C'est le point pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. On l'a déjà vu avec la question de l'humidité. Pour limiter encore plus les émissions de CO2, on peut limiter les pertes énergétiques. C'est ce qu'on voit sur cette usine. Elle est dans un hangar. Alors ça déjà, ça peut paraître normal, une usine dans un hangar, c'est le cas de toutes les usines. Pas forcément pour l'enrobé à chaud. En règle générale, les centrales à bitume sont à l'extérieur. C'est-à-dire que toute l'installation que vous voyez là est à l'air libre. Et donc le vent ou la pluie peut refroidir directement le cylindre et donc demande plus d'énergie ensuite pour le chauffer. Aussi, pour améliorer l'efficacité énergétique, on a isolé les parties où on doit transporter de la chaleur, comme sur le cylindre malaxeur, qui est entouré d'une couche d'isolant ou le stockage de bitume doublé avec 20 cm de laine de roche. L'utilisation du gaz est moins émetteur de CO2 que le fioul lourd utilisé à l'époque et désormais abandonné par la majorité des centrales à enrober. Mais là où on peut agir le plus efficacement sur la réduction de la consommation énergétique du bitume, c'est en fabriquant des enrobés à plus basse température. Si on regarde la ligne d'alimentation qui part du parc alliant pour aller directement dans le malaxeur, donc le tuyau qui alimente en bitume pour faire de l'enrobé, on trouve un élément qui est l'outil principal de réduction de la dépense énergétique et donc de l'amélioration des émissions de CO2 de l'enrobé. Ce petit tuyau là, c'est une arrivée d'eau. L'eau est injectée sous pression dans le bitume chaud à plus de 160 degrés, ce qui fait qu'elle se transforme instantanément en vapeur. Vapeur qui va faire des bulles dans le bitume. Le résultat est ce qu'on appelle une mousse de bitume. Alors, je vous conseille pas de goûter, parce que ça doit pas très comestible, en fait. Mais c'est plus facile à appliquer dans le malaxeur, avec une température plus basse. Car comme on l'a vu, ce n'est pas le bitume qui demande beaucoup d'énergie pour être chauffé, mais les agrégats qui sont chauffés en premier dans le malaxeur. Si on mélangeait du bitume chaud avec du gravier froid, le volume de gravier étant beaucoup plus important, la température du mélange baisserait beaucoup trop, et donc on n'arriverait pas à mélanger correctement le bitume, ça ferait des blocs. Donc, le plus gros de la consommation énergétique, ce n'est pas de chauffer le bitume, mais de chauffer les cailloux. Quand on apporte de la mousse de bitume, l'enrobage des agrégats peut se faire à une température plus basse. Il y a moins besoin de chauffer les agrégats. On gagne donc beaucoup d'énergie. Je ne peux pas vous donner les températures précises car on va produire de l'enrobé plus ou moins chaud en fonction de la météo. Quand il pleut ou qu'il fait trop froid, on chauffe un peu plus pour compenser le transport. Le but c'est que l'enrobé arrive chaud sur le chantier. Donc s'il a refroidi entre-temps, ça marche moins bien. Sachant que les enrobés sont faits pour être transportés sur une durée assez courte, environ 1 heure. C'est pour ça qu'on retrouve des usines à enrobés un petit peu de partout en France, pour être au plus proche des chantiers. Du côté de la mise en œuvre, il faut comprendre qu'une route est faite en superposant des couches. La route la plus simple, la plus basique, est composée d'un tapis de grave, qui est un granulat lié avec peu de bitume, sur laquelle on va poser la couche de roulement, qui est en enrobé avec beaucoup plus de bitume, pour que ça soit plus résistant. Au niveau de l'épaisseur, la couche d'assise va de 10 à 25 cm, et la couche de roulement varie entre 2 et 6 cm. Une usine comme celle-ci est capable d'ajuster le dosage du bitume et des granulats pour fabriquer à la demande diverses formules d'enrobé, pour n'importe quelle couche.
Plus la route reçoit du trafic, plus on va complexifier les couches pour obtenir une surface stable qui encaisse les contraintes dans le temps. Le trafic de poids lourds compte d'ailleurs pour beaucoup. Un poids lourd usant autant la route que 100 000 voitures. Ainsi, une autoroute, c'est une couche de forme qui sert de support pour compenser toutes les irrégularités du terrain, plusieurs couches de graves avec différents traitements, et une couche de roulement par-dessus. Regardons plus en détail la mise en œuvre d'une couche de roulement. L'usine à enrober remplit des camions qui, une fois sur le chantier, seront vidés dans un finisseur. C'est une machine qui répartit l'enrobé uniformément sur la voie à l'épaisseur qu'on veut. Le camion avance avec le finisseur et il est possible de faire un tablier en continu en remplaçant le camion par un autre sans s'arrêter, ce qui est quand même pratique. On passe ensuite au compactage avec des rouleaux compresseurs, donc ça vous connaissez. Le principe c'est de diminuer le volume d'air dans l'enrobé pour qu'il soit bien tassé et bien compact. On m'a expliqué que le plus impressionnant est la mise en œuvre d'une piste d'aéroport, où on est capable de refaire la totalité de la piste la nuit afin qu'elle soit opérationnelle dès le matin. Le revêtement d'une route dure environ 20 ans. Quand la surface devient trop endommagée, on peut soit refaire complètement la route, soit refaire que certaines couches, comme le tapis de roulement. On voit donc que le recyclage a un intérêt pour réduire l'extraction de granulats, mais aussi pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire que quand on refait une partie de la route, on retire en grattant l'ancien enrobé, qui sera recyclé pour faire de l'enrobé neuf, et donc réduira les émissions des futurs enrobés. Le recyclage de vieilles enrobés est de plus en plus utilisé. Il est possible de faire des nouvelles routes avec 100% de recyclage, mais la proportion peut varier en fonction de la qualité de l'ancien enrobé qu'on récupère. À côté de moi, on a un stock de vieilles enrobés qui est destiné au recyclage. Quand on refait une route, par exemple, on va récupérer le vieil enrobé de la route, on va venir le béner directement ici. Par contre, il n'est pas réexploitable directement comme ça, parce qu'il est en gros morceaux, donc on va passer par un concasseur pour faire un granulat qui est exploitable directement dans le malaxeur. On va pouvoir réutiliser directement ce granulat qui est stocké dans un immense hangar pour le passer dans le malaxeur comme si c'était du granulat normal. Et avec ça, on va pouvoir faire de l'enrobé recyclé. Enrobé recyclé qui a les mêmes propriétés mécaniques qu'un enrobé neuf. Donc on peut refaire une route à l'identique avec ça. Sur cette usine, on a environ 30% de l'enrobé qui est produit qui vient directement du recyclage. C'est vrai qu'on fait pas beaucoup attention aux routes, vu qu'elles sont absolument de partout, au point qu'on ne s'intéresse pas vraiment à comment elles sont fabriquées, ou quels sont les enjeux techniques qu'il y a derrière. Pourtant, c'est une des infrastructures les plus impressionnantes du pays. Avec 1 million de kilomètres, 1,1 million de kilomètres si on prend en compte les territoires d'outre-mer, réduire l'impact climatique de leur fabrication et de leur entretien est un enjeu important. Et j'espère qu'avec cette vidéo, vous pouvez y voir plus clair sur la fabrication et l'amélioration écologique des enrobés. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Vous pouvez me retrouver sur ma chaîne Monsieur Bidouille, où je visite des chantiers, où je parle d'énergie, d'infrastructures, etc. Allez,